Des dizaines de milliers d'Américains se sont rassemblés mercredi à Washington pour protester donc contre la certification par le Congrès. On en parlait de l'élection du président démocrate Joe Biden. Par centaines, des patriotes, comme ils se décrivent, se sont même introduits dans le Capitole. Mais ce qui est incroyable et ce qu'on note ce matin, et ce que notent d'ailleurs de nombreux observateurs, c'est le sous-dimensionnement quand même du dispositif de sécurité ce soir-là. Et oui, c'est vrai, et c'est plutôt déroutant, car si la plupart ont défilé le visage découvert, beaucoup n'ont pas été interpellés après la reprise en main pourtant par la garde nationale. Ce qui s'est passé était pourtant un livre ouvert. C'est ce qu'explique notamment nos confrères du Parisien, l'expert en contre-terrorisme et mouvements d'extrême droite Yann Saint-Pierre, qui ajoute que Donald Trump a tout fait par ailleurs pour stimuler ce genre de débordement. Sur les blogs, sur les réseaux, les gens appelaient en effet à aller manifester violemment. Et les autorités auraient pu prévoir un dispositif de sécurité plus important. Mais alors qu'était-il écrit précisément sur ces blogs, Laurence ? Eh bien, par exemple, sur les canaux plus ciblés, certains évoquaient la mise en place d'une organisation spéciale pour trouver des logements, des covoiturages, des moyens de transport. On y prévenait même qu'il fallait apporter des vêtements chauds pour tenir dehors dans le froid. À noter qu'il y a tout de même quelques interpellations. Au total, 52 selon la police de Washington. Ce qui reste évidemment peu au regard de ce qui s'est passé. Je rappelle 4 morts quand même. Alors, je pense qu'il faut aussi expliquer qui étaient ces manifestants. Un mélange, je le disais en avant-propos, très hétéroclite. Des miliciens, des conspirationnistes du groupe Qanon notamment, dont on a déjà parlé sur Radio J, mais aussi de simples citoyens désabusés. En effet, mais certains se sont peut-être davantage fait remarquer que d'autres. Les fameux Proud Boys, d'abord, ces miliciens suprémacistes blancs nouvelle génération, très habiles avec les réseaux sociaux, favorables au renversement du régime par les armes. Leur discours invite à la rébellion immédiate. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux avaient rallié Washington dès mardi pour de premières actions, notamment des affrontements avec les forces de l'ordre, mais aussi avec les membres de Black Lives Matter et autres antifas considérés comme leur ennemi absolu. Leur chef de file, Enrique Tarrio, a en tout cas été arrêté. Et oui, les Proud Boys, donc pour qui une solution politique est impossible. Ils faisaient donc partie du rassemblement mercredi soir au Capitole. Il y avait également certaines figures traditionnelles de l'alt-right, des représentants des courants suprémacistes, conspirationnistes et néo-nazis. Effectivement, hier, l'Anti-Defamation League, un organisme de lutte et de surveillance contre les mouvements d'extrême droite, a noté la présence notamment du chef de la Groyper Army, Nick Fuentes, des membres de l'association New Jersey European Heritage Association ou encore les néo-nazis Matthews Mbach et Jason Tankersley. Que du beau monde, Laurence. Oui. Mais celui qui a fait le plus parler, c'est certainement Jake Angeli, le chaman torse nu qu'on a vu à la peau de bête sur la tête, qui s'est affiché d'ailleurs sur toutes les photos de presse. Oui, et l'idéologie de cet homme de 32 ans n'a pas non plus de quoi rassurer, car il s'agit d'une figure bien identifiée du mouvement complotiste QAnon. Enfin, un autre profil de manifestant est particulièrement marqué, cette prise d'assaut du Capitole. Les anciens vétérans ou membres des forces de l'ordre, Ashley Babbitt, la femme tuée mercredi soir à Washington, a par exemple servi pendant 14 ans dans l'armée de l'air américaine. Et elle faisait donc partie de ce rassemblement, des images quand même hallucinantes dans une démocratie, climat complètement délétère aux États-Unis. En tout cas, ces violences ont provoqué de vives réactions dans la communauté internationale. Berlin a appelé les pro-Trump à cesser de piétiner la démocratie. Je cite, Londres a dénoncé des scènes honteuses. Le président français Emmanuel Macron a appelé à ne rien céder face à la violence de quelques-uns contre les démocraties encore. Et puis aux États-Unis, dans le clan même de Donald Trump, il faut le dire, on commence aussi à s'inquiéter. Et plus que ça même, c'est ainsi que l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mike Mulvaney, a annoncé hier démissionner de son poste actuel de diplomate en protestation contre l'intrusion violente des partisans du président américain au Capitole. Je ne peux pas rester, pas après hier. On ne peut pas voir ce qui s'est passé hier et vouloir être partie prenante d'une quelconque façon. C'est ce qu'a déclaré Mike Mulvaney, ajoutant que d'autres employés de l'administration Trump envisageaient de quitter leurs fonctions. Ça s'est d'ailleurs fait hier soir. Et par ailleurs, une décision historique a également été prise par les géants des réseaux sociaux. Cette fois, ça, il faut le dire, Facebook et Instagram qui ont bloqué le compte de Donald Trump pour une durée indéterminée. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Privé de ses outils de communication favoris
favoris. Oui. Les comptes Facebook et Instagram du président sortant sont bloqués pour au moins les 2 prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé hier le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, au lendemain des violences au Capitole. Nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques trop grands. C'est ce qu'a affirmé Zuckerberg donc sur son compte Facebook jusqu'à, a-t-il dit, ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Et de son côté, Twitter a également bloqué le compte de Donald Trump pour 12 heures. Il a menacé de suspension permanente. Twitter, le canal de prédilection pourtant favori de Donald Trump. Il faut dire que c'est l'une des personnalités les plus suivies avec quelques 88 millions d'abonnés. Et au cours de ces 4 dernières années de présidence, Donald Trump a tweeté quand même, écoutez bien, 23 234 messages sur son compte. Alors évidemment, dans les cas où les tweets violent nos règles et que nous estimons qu'il n'est pas dans l'intérêt du public de les laisser visibles, Twitter dit qu'il exigera au propriétaire du compte qu'il les retire. Mais est-ce que, Laurence, finalement, tout cela ne permettrait pas aussi de favoriser le complotisme? C'est la question que l'on se pose. Et oui, malheureusement, devoir de démocratie ou pas, bloquer Donald Trump de canaux de communication de premier plan fait courir le risque de renforcer les théories du complot. Si les plateformes ne font rien, elles sont accusées d'être complaisantes, et si elles agissent, elles sont accusées de persécution. Ne rien faire ou agir, y a-t-il une solution, Ilana? Eh bien, personne n'a la bonne réponse, malheureusement. Et puis, de toute façon, même si le ménage est fait sur les réseaux mainstream, comme on dit, les messages complotistes trouveront toujours un écho sur les plateformes alternatives qui sont en train de se généraliser, notamment comme le Facebook russe, VKontakte, YouTube, Libri, Odyssey, etc. Donc, bon, je pense que les théories du complot et autres discours, notamment incitant à la haine, ont de beaux jours devant eux. J'ai fait une mauvaise liaison. Ça arrive. Merci Laurence, en tout cas, d'avoir participé à ce billet. On suivra évidemment de très près la situation aux États-Unis, situation très préoccupante.